Pour présenter un livre que nous avons écrit avec Gilles de Revel sur la thématique valeur du vin. Alors pourquoi avec Gilles de Revel? Alors Gilles de Revel est œnologue, moi je suis économiste, et c'est un peu un dialogue, ce bouquin, entre l'œnologue et l'économiste sur la notion de valeur du vin, sachant que la notion de valeur est en soi compliquée. Quelle est la valeur que l'on accorde à un vin? Évidemment, pour moi, économiste, j'arrivais tout de suite au prix, quoi. Mais ce n'était pas du tout le cas de l'œnologue qui lui, cherchait les défauts, les qualités. Qu'est-ce qui fait que sur le long terme et sur le court terme, on valorise un vin? Et qu'est-ce qui fait aussi, et ça c'est très important, qu'on le dévalorise, hein? Et puis moi, en tant qu'économiste, c'est dire, bon, ok, il y a des arguments objectifs de création de la qualité, de valorisation de la qualité d'un vin, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mais le consommateur, finalement, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, et qu'est-ce qu'il est prêt à payer, surtout. C'est surtout ce point-là que nous travaillons dans ce livre qui est paru en décembre 2025, et sur lequel, vous verrez qu'il est assez long, c'est assez compliqué de comprendre du point de vue de la recherche, parce que c'est un discours de chercheur, c'est pas un discours de professionnel du tout, hein. C'est de savoir qu'est-ce qu'on sait du point de vue scientifique sur la valorisation, et puis qu'est-ce qu'on ne sait pas, et de faire un peu l'état des connaissances sur le sujet. Alors de quoi la dévalorisation est-elle le nom? Parce qu'on part de la constatation dont on a beaucoup parlé, hein, la déconsommation du vin. Elle est, effectivement, je suis complètement d'accord, on n'est pas dans une situation de crise, parce qu'on est sur un trend de déconsommation. La question c'est, est-ce que ça va s'arrêter? On pense que oui. Et pourquoi ça va s'arrêter? Quelles sont les conditions que ça ne s'arrêterait pas et que je ne dis pas que ça va remonter la consommation, on a peu d'espoir, et c'est même à la limite peut-être pas souhaitable du point de vue de la santé publique, hein, tout bêtement, que ça remonte. Enfin, on ne peut pas espérer une remontée de la consommation de vin, et c'est peut-être pas là que se situe la solution, je dirais, économique de la filière vin. La solution, elle est plutôt, et ça c'est le parti pris du bouquin, elle est plutôt dans la valeur, la recherche de la valeur plutôt que la recherche de la quantité. Alors précisément, voilà. Comment est-ce qu'on crée de la valeur dans un secteur en décroissance? Alors voilà, eh bien on va y arriver. D'abord, je voudrais quand même exposer. Alors, je me suis livré pour la présentation d'aujourd'hui au jeu des 7 erreurs. C'est-à-dire, dans tout bouquin, on joue au jeu des 7 erreurs, les 7 défauts organoleptiques, les 7 défauts sur le point de vue visuel, sur le point de vue de la qualité, etc., etc. Les 7 raisons pour les 7 commercialisations et tout ça. Donc, on travaille sous contrainte, et travailler sous contrainte en se fixant ce chiffre 7, vous verrez que c'est assez prometteur. C'est une théorie économique qui dit que sous la contrainte naît l'innovation. Donc là, je ne vais pas les lister, hein, vous les connaissez tous. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas 8, en fait, hein, mais peut-être qu'il y a une 8e raison pour laquelle, pourquoi il y a une dévalorisation du vin, une déconsommation. La première, c'est simplement, c'est tout l'aspect alcool, évidemment, hein, qui a été un objet de dévalorisation, et puis un lobby contre l'alcool ce qu'on appelle le lobby hygiéniste dans la filière, et qui est effectivement opérant avec les lois qui vont avec, typiquement la loi E20. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une évolution structurelle de l'alimentation, il y a le fait que les vins ne correspondent pas toujours aux attentes sensorielles des consommateurs, et ça, il faut y travailler. Il faut savoir qu'est-ce que les consommateurs attendent. Et puis, il y a toutes les questions de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, et puis de l'offre. On parle beaucoup de l'offre trop complexe. C'est un sujet sur lequel je n'adhère pas beaucoup, moi, personnellement. Mais en tous les cas, c'est un sujet évoqué. À chaque fois, on met des points d'interrogation, hein. Ce n'est pas pour avoir des réponses, c'est pour dire quelles sont les questions qui se posent et quelles sont celles sur lesquelles on doit travailler, nous, en tant que chercheurs en économie et en œnologie. Et puis voilà, et donc toute une série d'argumentations qui font qu'on peut expliquer pourquoi il y a une déconsommation du vin, un désintérêt pour les différentes générations, mais pas forcément que pour les différentes générations. Parce qu'on est tous des déconsommateurs de vin. Même moi, à mon âge, je suis déconsommateur de vin. C'est-à-dire que je consomme moins de vin que je ne consommais il y a 20 ans. Et ça, c'est important de bien comprendre pourquoi on consomme moins de vin, nous, tous. Il n'y a pas que la génération Z qu'il faut étudier, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, dans l'aspect de la déconsommation, ce qui m'intéresse, c'est que
On parle beaucoup des statistiques sur l'évolution de la consommation, mais pour moi, la consommation, ce n'est pas l'achat. Et pourtant, les données qu'on a, c'est souvent sur les achats, pas sur la consommation. Et l'achat n'est pas la demande. Et ça, c'est un point important, parce que la demande, on ne la connaît jamais. C'est-à-dire, qu'est-ce que demande le consommateur? On ne sait pas. On observe ce qu'il achète, ça nous donne une indication, hein, mais ça n'est pas la demande. Et l'important, c'est de comprendre la demande. Et donc ça, je vais y revenir assez longuement. Avant de passer, alors d'abord, je parlais donc quelles sont les pistes que l'on liste dans le livre pour une valeur retrouvée. Donc comment, parce que l'objectif, c'est quand même toujours sous la mode interrogatif, mais de discuter un peu avec 7 points, toujours, conserver, réorienter le système AOC et mieux segmenter le marché avec les vins de France. Donc c'est, est-ce qu'on le marché, les AOC, c'est toujours critiqué hein, aujourd'hui. C'est un peu, je dirais, il y a une espèce de mode d'anti-AOC en France, plus en France d'ailleurs qu'à l'étranger, sur la critique des AOC. Je ne fais pas partie de ces critiques-là. Par contre, et je peux le montrer expérimentalement, qu'il y a une demande des AOC, il y a une demande d'identité régionale, je dirais, hein, et même sous-régionale de la part des consommateurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas segmenter le marché avec les vins de France qui expérimentent des innovations qui sont intéressantes et qui peuvent faire justement évoluer le système AOC. Alors, il ne faut pas être le réactionnaire de service en disant on va conserver le système AOC tel qu'il est. Simplement, il faut sans doute le réformer, très certainement. Je pourrais donner des exemples, mais voilà, il ne faut pas être un anti-AOC par principe. C'est mon point de vue. Alors après, il y a s'engager dans l'agroécologie, quelque chose qu'on ressent beaucoup. L'agroécologie étant vue comme un système de production qui n'est pas forcément... Il ne faut pas penser bio, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas penser bio, il faut penser agroécologie, c'est-à-dire les questions de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, et puis et de l'offre. On parle beaucoup de l'offre trop complexe, c'est un sujet sur lequel je n'adhère pas beaucoup, moi, personnellement, mais en tous les cas, c'est un sujet évoqué. À chaque fois, on met des points d'interrogation, hein. Ce n'est pas pour avoir des réponses, c'est pour dire quelles sont les questions qui se posent et quelles sont celles sur lesquelles on doit travailler, nous, en tant que chercheurs, en économie, en œnologie. Et puis voilà. Et donc toute une série d'argumentations qui font qu'on peut expliquer pourquoi il y a une déconsommation du vin, un désintérêt pour les différentes générations, mais pas forcément que pour les différentes générations. Parce qu'on est tous des déconsommateurs de vin. Même moi, à mon âge, je suis déconsommateur de vin. C'est-à-dire que je consomme moins de vin que je ne consommais il y a 20 ans. Et ça, c'est important de bien comprendre pourquoi on consomme moins de vin, nous, tous. Il n'y a pas que la génération Z qu'il faut étudier, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, dans l'aspect de la déconsommation, ce qui m'intéresse, c'est que on parle beaucoup des statistiques sur l'évolution de la consommation, mais pour moi, la consommation, ce n'est pas l'achat. Et pourtant, les données qu'on a, c'est souvent sur les achats, pas sur la consommation. Et l'achat n'est pas la demande. Et ça, c'est un point important, parce que la demande, on ne la connaît jamais. C'est-à-dire, qu'est-ce que demande le consommateur? On ne sait pas. On observe ce qu'il achète, ça nous donne une indication, hein, mais ça n'est pas la demande. Et l'important, c'est de comprendre la demande. Et donc ça, je vais y revenir assez longuement. Avant de passer, alors d'abord, je parlais donc quelles sont les pistes que l'on liste dans le livre pour une valeur retrouvée. Donc comment, parce que l'objectif, c'est quand même toujours sous la mode interrogatif, mais de discuter un peu avec 7 points, toujours, conserver, réorienter le système AOC et mieux segmenter le marché avec les vins de France. Donc c'est, est-ce qu'on le marché, les AOC, c'est toujours critiqué hein, aujourd'hui. C'est un peu, je dirais, il y a une espèce de mode d'anti-AOC en France, plus en France d'ailleurs qu'à l'étranger, sur la critique des AOC. Je ne fais pas partie de ces critiques-là. Par contre, et je peux le montrer expérimentalement, qu'il y a une demande des AOC, il y a une demande d'identité régionale, je dirais, hein, et même sous-régionale de la part des consommateurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas segmenter le marché avec les vins de France qui expérimentent des innovations qui sont intéressantes et qui peuvent faire justement évoluer le système AOC. Alors, il ne faut pas être le réactionnaire de service en disant on va conserver le système AOC tel qu'il est. Simplement, il faut sans doute le réformer, très certainement. Je pourrais donner des exemples, mais voilà, il ne faut pas être un anti-AOC par principe. C'est mon point de vue. Alors après, il y a s'engager dans l'agroécologie, quelque chose qu'on ressent beaucoup. L'agroécologie étant vue comme un système de production qui n'est pas forcément... Il ne faut pas penser bio, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas penser bio, il faut penser agroécologie, c'est-à-dire ça inclut la responsabilité, la RSE des entreprises, hein, et toutes les valeurs environnementales qui sont
qui ne sont pas forcément exprimées, mais qui sont ressenties et qui sont objets certainement de perte de réputation si on ne prend pas ce tournant auquel les consommateurs nous y invitent. Je montrerai des résultats sur ce point-là. Et alors, après, il y a la contradiction par rapport à l'agroécologie. C'est parier sur les innovations variétales. Il y a dans le bouquin, on parle beaucoup on a tout un chapitre en faisant appel aux experts du sujet d'ailleurs, sur les NGT, sur alors le Canard enchaîné titrait aujourd'hui, je l'ai lu ce matin, titrait les nouvelles OGM arrivent masquées, les NGT, alors j'ai mis NTG, excusez-moi, c'est la version française, mais c'est les NGT, et c'est de dire, voilà, il y a des innovations variétales, il faut s'y intéresser, voir ce qu'elles peuvent apporter, et en quoi elles peuvent être compatibles et cohérentes avec l'agroécologie que j'ai citée plus haut. Et ça, c'est un vrai sujet de recherche. Et quand je dis compatible et cohérente, moi je pense consommateur. C'est-à-dire que le consommateur ne ferait pas le procès qu'on a fait aux OGM, avec raison d'ailleurs. Donc là, il y a un sujet sur l'innovation variétale, l'innovation avec les VIFA, pour répondre de toute façon, parce que ça, il faut y répondre, à l'enjeu environnemental et sanitaire. Innovation œnologique allant dans le sens des aspirations de naturalité ou dans le sens inverse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mesuré. Donc justement, c'est toutes ces innovations œnologiques. On peut avoir un avis, être pour, être contre. Ce qui est important, c'est de savoir s'il y a vraiment, structurellement et sur le long terme, j'insiste beaucoup sur cette question sur le long terme, une demande en matière sanitaire, entre guillemets, quand on pense sans sulfite, ça va dans le sens de la naturalité, sans soufre, et qui crée des enjeux à la fois de réponses sanitaires et aussi des réponses organoleptiques. J'espère que j'aurai le temps d'y revenir. Et puis, évidemment, l'enjeu aujourd'hui des nolos dont on a parlé ce matin. Alors, 5e point, reprendre les profils sensoriels des vins sans négliger les défauts de long terme. Alors là, on avait des exemples. J'y reviens juste dans la diapo d'après, donc je ne vais pas m'y attarder là tout de suite. Les enjeux de long terme et les défauts. Alors ça, quand même, je dis un point, c'est que c'est là où la discussion avec l'économiste qui dit regarde ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce que les consommateurs veulent. Oui, mais ce qui est important pour l'œnologue, c'est repérer les défauts qui vont faire en sorte que petit à petit, le consommateur va délaisser le vin et que toi, tu ne repères pas aujourd'hui. Donc c'est là où on avait un débat entre œnologues, un grand débat entre œnologues et économistes. Hein. C'est que je m'intéressais plus au court terme que mon collègue scientifique. Le 6e point, c'était revoir les conditionnements et adapter les nouveaux modes de consommation. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, moi, de revoir les conditionnements. On en a parlé beaucoup avec le bag-in-box, l'arrivée du bag-in-box, tout ça. Maintenant, je trouve que dans la presse, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, il y a un problème du 75 centilitres que je n'ai pas mesuré, mais je pose la question en tous les cas. Et le développement de la vente au verre, quoi. Et ça, c'est un problème important. Sauf que si vous allez dans un restaurant et vous allez acheter un vin au verre, les prix sont quand même très élevés, moi, je trouve. Et là, il y a un enjeu vis-à-vis de la restauration et de travail avec la restauration qui peut se poser et qui peut permettre de revaloriser, de construire la revalorisation du vin. Le 7e point, c'est repenser, alors là j'y arrive, voilà, petit à petit on rentre dans l'économie, repenser les systèmes de commercialisation et de la communication. On parle pour la communication, on parle des réseaux sociaux évidemment, hein, mais pour la commercialisation, on parle aussi, il y a deux innovations qui m'intéressent particulièrement, ça serait la vente par Internet, hein, où on peut communiquer, donner beaucoup plus d'informations que réclame le consommateur, et puis le no-tourisme, donc ça c'est le retour à la vente à la propriété, le no-tourisme qui est un point d'ancrage très important du point de vue de l'achat spontané, mais aussi du réachat, parce que le marketing ne suffit pas, quoi. Il faut travailler non seulement sur l'achat, mais il faut travailler sur le réachat qui fait qu'on crée des ancrages dans la tête des consommateurs. Et ça, c'est un sujet qui pourrait être travaillé, qu'on a commencé à travailler. Alors, dans toutes ces questions-là, je pense qu'il faut aussi poser la question de tout ce qu'a fait la culture du vin, daigner ou renforcer la valeur culturelle du vin, tous ces éléments. Alors, voilà, j'en ai donné quelques-uns ici, dans lesquels on parle, on explique, on intellectualise dans le bouquin, sur tout ce qu'a fait la construction, la réputation du vin, et de savoir, mais est-ce que c'est toujours efficient? J'ai envie de dire oui. Il ne faut surtout pas l'oublier. Mais il faut quand même l'argumenter. Voilà. Alors, je vais maintenant poursuivre ma présentation par rapport
directement à m'intéresser à l'arbitrage des consommateurs, parce que comprendre la valeur du vin du point de vue des consommateurs, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il s'agit de comprendre les arbitrages dans la construction de la valeur. Qu'est-ce qui fait que tel paramètre est important et crée de la valeur? Qu'est-ce qui fait que tel autre paramètre crée de la valeur est important? Qu'est-ce qui est moins important? Et qu'est-ce qui finalement l'emporte? Et qu'est-ce qui contribue à la construction de la valeur? Et ça, on peut le mesurer avec ce que l'on pratique en économie de la recherche en économie expérimentale, hein, où on va construire le consentement à payer des consommateurs. J'y reviens dans une seconde. Simplement, vous voyez, là, il y a 3 rubriques. Hein, une rubrique plus ancienne. La première rubrique, prix et qualité organoleptique, c'est un peu le traditionnel. Et puis après, il y a tout le système de l'étiquetage par rapport aux marques, l'attachement aux AOC, on en parlait, par rapport aux marques collectives et aux marques privées. Ça, c'était un point important. Maintenant, on est beaucoup plus peut-être dans les certifications environnementales et sanitaires, tous ces logos qui envahissent le marché, mais qui sont malgré tout peut-être importants. Le tout, c'est de trier parmi toutes ces allégations et certifications. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur le consentement à payer des consommateurs, c'est-à-dire qu'on essaye. Alors, c'est quoi le consentement à payer des consommateurs? Pour le faire rapidement, c'est ça la demande. C'est-à-dire que c'est le prix auquel vous êtes prêt à aller, je vous propose un vin aujourd'hui, jusqu'à quel moment, à quel prix vous êtes prêt à me l'acheter, et surtout à quel prix vous êtes prêt à ne plus me l'acheter. Et ça, c'est la demande. Ce n'est pas ce que vous achetez réellement. Vous achetez à un prix de marché qui vous est imposé. Moi, ce que je veux comprendre, c'est consommateur par consommateur, et c'est ça que je fais en économie expérimentale, pour comprendre le consentement à payer, mesurer le consentement à payer et qu'est-ce qui pèse dans ce consentement à payer. Est-ce que c'est telle information, ou telle allégation, etc., etc., ou est-ce que c'est la qualité organoleptique qui pèse le plus? Les résultats montrent que la qualité organoleptique est très importante. Je vous donne quelques exemples, et vous pouvez les retrouver dans les publications. Hein. Simplement, par exemple, dans la qualité organoleptique, il y a la couleur. La couleur, on n'en parle pas suffisamment, et on l'a testé évidemment sur les rosés, parce que ça, c'est le plus facile à montrer comment. Eh bien, le rosé litchi, quand il s'agit de couleur litchi, je veux dire, quand il s'agit d'un rosé de Provence, c'est bon. Sauf qu'on ne l'a pas testé. On l'a testé auprès des Bordelais, cette expérience, et des Suédois. Et c'était plutôt, il y avait un 17% d'augmentation de consentement à payer quand on colorait artificiellement le vin avec une couleur, et pour arriver à une couleur abricot. Vous voyez. Alors ça, le deuxième point sur la qualité organoleptique est également très important, c'était l'alcool, justement. C'est pas, là, on n'a pas testé le zéro alcool, on a testé la baisse d'alcool sur une même appellation d'origine contrôlée française, bordelaise, qui a une très grande diversité en concentration, en degré d'alcool, etc. Là, vous aviez un vin A et un vin B, vous voyez, et un vin B qui était beaucoup plus alcoolisé, quoi. Et ce vin B, en fait, il plaisait dans la dégustation, dans une dégustation des experts et des consommateurs. Tout le monde nous disait, on préfère le vin B. Okay, mais on voulait voir quelle était la profondeur d'achat, la profondeur de consentement à payer pour ce vin B. Mais en fait, quand on faisait travailler les consommateurs sans leur dire, mais on leur faisait consommer durablement ce vin, eh bien, alors je ne vous explique pas le protocole, on s'apercevait que en fait, le vin B perdait 20% de consentement à payer parce qu'en fait, il y avait ce phénomène de lassitude vis-à-vis du vin. Et ça, ce contrôle du temps, du timing, du fait qu'on aime quelque chose, mais on a tous ça, même pour la musique. Hein. C'est-à-dire qu'on aime un morceau de musique, et puis après, on s'aperçoit que le CD qu'on a acheté, on ne le réécoute plus. Ben, c'est pareil pour le vin. Et c'est pourtant ça qui intéresse l'économiste. C'est différent de ce qui intéresse le marketing. Hein. C'est vraiment la différence entre les deux disciplines scientifiques. Alors, peut-être que Balkis connaît le sans sulfite ajouté. Et le sans sulfite ajouté, alors là, on avait une augmentation de consentement à payer, et qui était liée pas du tout à la formation, enfin en partie à l'information sans sulfite ajouté qu'on donnait au consommateur pour voir comment il augmentait son consentement à payer, mais surtout que ça changeait les caractéristiques organoleptiques du vin.
et qui plaisait aux consommateurs et aux experts. On a fait les deux et on a fait cette même expérience. D'ailleurs, on l'a fait 5 ans après avec les mêmes vins et on a obtenu exactement les mêmes résultats, même si l'article n'est pas encore publié. L'autre point, c'était par rapport aux variétés résistantes. On peut contrôler, justement, voir les innovations de ce type-là et on voit comment il y a une attente vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de ce que peut donner les variétés résistantes et pas de contradiction majeure au fait de les utiliser, ces variétés résistantes, du point de vue des consommateurs. Et pourtant, c'était des Bordelais un peu dans nos... Enfin, on a toujours un panel de consommateurs où on a des jeunes, des vieux, etc. Mais enfin, en tous les cas, ils ne nous ont pas pénalisés par rapport à l'information cépage résistant. Par contre, l'information environnementale, gain d'IFT, c'était important. On a d'autres expériences qui maintenant, aujourd'hui, parlent de la biodiversité, montrer l'importance de tout ce qui touche à la naturalité, qui sont cachés dans les demandes des consommateurs, mais qu'on peut faire révéler. Il s'agit, je précise quand même, il s'agit de consentement à payer révélé et pas déclaré. Hein. Ils payent, ils achètent les vins, nos consommateurs. Et on a des techniques pour les faire parler. Donc pour déclarer leur consentement à payer. Voilà. Après, il y a la valorisation du contexte d'achat. Et ça aussi, c'est ce qu'on essaye de mesurer aujourd'hui. C'est-à-dire, en œnotourisme, combien on gagne de consentement à payer. Il y a par exemple un échec qu'on a eu dans cette dernière expérience. Moi, je pensais que le no-tourisme, l'immersion et la vente directe allait gagner du consentement à payer. C'est vrai. Par contre, ça n'a pas gagné de consentement à payer. Le fait d'être bio n'a pas fait gagner de consentement à payer en situation de no-tourisme. Je ne crois pas aux résultats qu'on a trouvés. Enfin, voilà. Et voilà, je vous remercie de votre attention.